OK. Alors, je redis bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Dr Angèle, la modératrice de Lundi Parlons Radiologie de ce soir. Je suis très contente que Dadi soit revenu à moi pour que je reprenne un peu la modération après plusieurs semaines. Et il fallait bien passer la main aussi aux autres et qui l'ont d'ailleurs merveilleusement bien fait. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ce début. C'est échographie transfrontalière du nourrisson, principe technique variante de la normale et pathologie, et le sujet de lundi parlons radiologie de ce soir, qui sera merveilleusement bien présenté, comme on le sait, par le professeur Dadi Mata, qui est professeur de neuroradiologie, pardon, qui est neuroradiologue, radiopédiatre et radiologue cardiaque pédiatrique à Iwoki Health Center au Canada. Il est aussi professeur à l'Université de Kinshasa. Du côté des panélistes, je vais présenter progressivement, sinon quand je passerai la main à chacun. Dr Agathe Fouani, néonatologue à l'Université de Kinshasa. Dr Christelle Afognon, qui est neurologue, épileptologue et neuropédiatre, excusez-moi, à l'hôpital Évreux de France. Et enfin, le professeur Édouard Fomegon, qu'on reconnaît. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente à lundi parlons radiologie et à qui nous disons encore une fois bonsoir, qui est neurochirurgien à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Voilà pour la petite présentation et nous allons tous attirer notre attention sur le cours que va présenter le professeur Dadi Mata. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Merci. Docteur Mata, vous avez la parole. Tu peux, le micro, ton micro est coupé. Ah, maintenant on m'entend? Voilà. Oui, on t'entend maintenant. Ah, ok, nous allons commencer notre cours. C'est l'échographie transfrontalière du nourrisson. Je me souviens hier, quelqu'un m'a dit, mais on a déjà débattu de ces sujets au début de lundi parlons radiologie. J'avais appelé radiologie, j'allais dire, j'avais appelé à son temps un ami qui est prof à l'Université de Montréal, qui nous a parlé de l'échographie transcrânienne chez les drépanocytaires. Mais ici, sont faites l'échographie simple en lieu et place de l'IRM et du scanner chez les nouveau-nés. Alors, j'étais très écœuré quand j'étais au pays, dans beaucoup de centres, y compris à l'Université de Kinshasa, à part peut-être Dr Fouani qui le fait, la plupart des radiologues ne le font pas. Alors que c'est parmi les échographies les plus simples, le plus facile à faire et qui vous donne des informations que vous n'aurez qu'à l'IRM après anesthésie générale du bébé. Faudrait-il encore avoir et les matériels et les ressources? Alors, quel est l'objectif de cette présentation? C'est d'abord rappeler les indications cliniques de l'échographie transfrontalière chez les prématurés et les nourrissons nés à terme. Et puis, nous allons rappeler, pour ceux qui connaissaient ça avant, ou bien enseigner, décrire comment le faire, suivant les sociétés savantes que j'ai mentionnées, notamment l'American College of Radiology. Et nous allons parcourir quelques pathologies. Et puis, je vais parler des pièges, comme le pitfall, comme on dit, comment s'y prendre quand il y a des images qui sont difficiles à lire. Alors, pour parvenir à ces objectifs, voici comment j'ai subdivisé ma présentation. Naturellement, je vais devoir commencer par une brève introduction. Je parlerai de la technique et aussi les repères anatomiques. C'est ici que on pose les bases. Quelle est la façon normale que le cerveau doit être vu à l'échographie? Quand on a maîtrisé ça, le reste, ça devient un jeu d'enfant. On va parler des normales et des variantes de la normale. Parce qu'en médecine, on nous a dit à la faculté, ni jamais, ni toujours. Il y a des choses qui vont paraître comme une maladie, mais qui sont en fait comme des variantes de la normale. On doit les savoir. Et puis, nous allons parler de quelques pathologies couramment rencontrées. Alors, comme chacun peut le savoir déjà, c'est un sujet tellement vaste
c'est difficile d'aller en profondeur de chaque pathologie. Voilà pourquoi j'ai subdivisé ma présentation en deux parties. Aujourd'hui, je fais l'introduction, je parle de la technique et je parle des grands groupes de maladies, notamment l'hémorragie de la matrice germinale ou l'hémorragie intravasculaire, l'ischémie de l'enfant. Et puis, dans 2 semaines, je reviens maintenant avec beaucoup de cas cliniques et avec d'autres maladies comme les infections, comme le macrocéphalie, toutes ces maladies-là, je vais les aborder sous forme de cas cliniques et on va discuter après chaque cas. Comme ça, on fait ça de manière interactive. Et pour les assistants, je pense que c'est anormal qu'on ait une seule personne ou deux qui puissent faire ces examens au Congo. Donc, on va trouver deux ou trois assistants à qui on doit donner ces sujets sur l'échographie cérébrale de l'enfant pour leur mémoire. Comme ça, ils auront le temps de le parfaire et ainsi commencer à le faire quand ils seront diplômés. Comme on peut le savoir, l'échographie, je suis des services, donc par moment, on va m'appeler. Oh, c'est pas ça, pas son bruit. L'échographie a beaucoup évolué. Je pense que quand je parlais de l'échographie de la colonne, nous avons parlé de la technique qui a évolué. Et la même chose c'est pour la tête, notamment les sondes de très haute fréquence, la connaissance de certaines fenêtres acoustiques supplémentaires et des techniques avancées comme l'intelligence artificielle et les autres sont venus révolutionner l'échographie et celui du cerveau et celle du cerveau. Et ainsi, l'échographie transfrontalière est désormais utilisée pour l'évaluation de l'anatomie, mais la physiologie aussi des nourrissons. Et c'est un examen facile qui ne coûte presque rien, pas besoin de l'anesthésie générale. Vous les faites et quand je vais montrer les images, par moment, vous avez des images beaucoup plus détaillées que l'IRM même. Donc, il ne faut pas garder ces enfants-là en cherchant à faire l'IRM qui peut ou ne pas être disponible. Cet examen est devenu un élément essentiel des soins cliniques de routine, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire, et atteint qu'un instrument de dépistage de diagnostic intracrânien. Chez nous ici, parce que je n'ai pas eu le temps d'enlever le coordonnées, chaque jour, avec les grands centres de néonatologie que nous avons, on fait au moins 10 échographies cérébrales. C'est notre paix quotidien. De la même façon, nous faisons les radiographies du thorax, de la même façon, on fait les échographies de la tête. Ainsi, il faut connaître le principe, l'état de l'art. Comment l'examen doit être fait? Avec quel matériel? Mais aussi, il faut avoir le fondement de la neuroanatomie normale. Et comment interpréter? Parce qu'ici, tout va se jouer en termes d'écogénicité, alors que certaines écogénicités vous disent que l'enfant est en train de mourir, mais dans d'autres, ça vous dit que c'est une variante de la normale. Il faut juste suivre. Alors, quelles sont les indications de l'échographie transfrontalière? Il y en a beaucoup. La première ou le premier groupe, c'est les prématurés. Ça, c'est leur dada. Les prématurés, chez nous, je ne sais pas les guidelines, docteur Foine et docteur Christelle vont nous dire, mais chez nous, le prématuré, avant terme, on fait l'échographie transcrânienne chaque 2 semaines jusqu'à ce qu'ils soient à terme, et puis ça va continuer. On va nous donner les guidelines. Pourquoi on le fait? C'est pour détecter et surveiller les hémorragies des nouveau-nés. Je vais y revenir avec physiopathologie à l'appui, mais aussi maladie des substances blanches. Ils font beaucoup d'ischémie liées à leur âge, à la localisation du watershed, c'est-à-dire les zones entre les différents territoires vasculaires du cerveau. Après ça, il y a les ischémies, l'hypoxie ischémique. Par exemple, en cas d'asphyxie néonatale, ces enfants-là bénéficient de cet examen. C'est leur paix quotidienne. Souvent, ils ne sont pas en état pour aller en IRM. Et même quand on fait l'IRM, il faut encore avoir les antennes adaptées à ces petites têtes-là pour avoir des bons signaux. Et ceux qui font les IRM cérébrales des enfants, par un moment, vous n'avez pas des bonnes images quand vous faites l'angiographie de la tête. Les artères, les veines sont de très mauvaise qualité parce que la tête est très petite et votre antenne est trop grande, donc vous n'avez pas de bons signaux. Mais aussi les anomalies congénitales. Ça sera un enfant chez qui l'échographie du deuxième trimestre a montré quelque chose et déjà après la naissance, on veut réévaluer. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça a diminué? Si c'est un enfant qui est venu, par exemple, avec une malformation de Chiari de type 2 et qu'on a opéré unitaire dans les pays développés, on peut suivre la remontée de Chiari 1 avec l'échographie. Pas besoin d'IRM pour ça. Mais aussi les mises au point des autres symptômes. Un enfant qui vient avec le tableau des convulsions. Une femme qui est née avec un rupture prématurée des membranes, vous pensez que c'est le herpès simplex et vous voulez voir si la tête a été affectée à quel moment.
on peut aller avec ça. Un enfant qui vient avec une grosse tête, est-ce que c'est un élargissement béni des espaces sous-arachnoïdiens qu'on trouve souvent et qui est une variante de la normale? Souvent, c'est un aîné de la famille et lui et son père ont des grosses têtes, le périmètre crânien est trop élargi par rapport à sa taille. Donc, ce qu'on voit là, c'est juste un élargissement normal. Ou c'est une anomalie vasculaire, je vais montrer un cas ici, mais également des lésions que nous avons trouvées à l'IRM, que nous voulons suivre. Comment ils ont évolué ces lésions-là? On va y revenir. Maintenant, comment faire l'examen? Vous avez besoin au moins de deux sondes. Une sonde à haute fréquence et une sonde à basse fréquence. Et vos sondes doivent avoir des géométries variées. Les sondes curvilinéaires avec le pied, je ne sais pas, un small footprint, donc pas trop large parce que les fontanelles vont se fermer. Et les bons examens, c'est quand vous le faites avant 6 mois. Là, les fontanelles sont ouvertes, comme on peut le voir ici. C'est ici votre fenêtre acoustique, comme on voit chez l'enfant ici. Mais vous avez des sondes linéaires. Je vais revenir avec les images à l'appui. Regardez ici, on a utilisé deux sondes. Ça, c'est la sonde qui venait de basse fréquence, 5 à 10. Regardez la tête. Ça pénètre toute la tête. Je peux voir les cerveaux. C'est vraiment comme une coupe coronale en T2 du cerveau. Je vois tout ce qui est là-bas. Je peux bloquer ici. Euh, je vois les cortèges qui sont là, des deux côtés. Je vois les ventricules. Je vois même le choroïde plexus. Je le vois à l'intérieur. Et je vois que tout autour, la substance blanche, elle est blanche. Là, déjà, c'est la petite mention que je fais. Quand la substance blanche périventriculaire est moins blanche, moins écogène que plexus choroïde, c'est une variante de la normale, surtout si c'est symétrique. Quand c'est asymétrique, vous vous posez des questions. Quand c'est symétrique, ne vous en faites pas. Et ici, c'est en coupe sagittale. On voit en sagittal, le cerveau est bien visible. On voit bien le ventricule avec le plexus choroïde à l'intérieur, comme on le voit. Ça, c'est une sonde de basse fréquence qui pénètre tous les cerveaux. Je peux même voir la fosse postérieure. Mais ça vous donne peu de détails. Alors qu'ici, regardez cette sonde, c'est des hautes fréquences. Ça ne pénètre pas trop. Je vais voir ça ici. Regardez les détails du cerveau ici. On voit comme s'il y avait de petites lignes. On voit même les veines médulaires qui parcourent là. Ça, c'est votre examen qui vous permet d'aller lire les détails. Quand il y a une lésion, si vous voulez différencier entre une lésion ischémique ou bien c'est une hémorragie intravasculaire de grade 4, je vais y revenir. C'est la séquence que vous utilisez. Ayez au moins deux de ceci. À part ça, le fenêtre. Quelles sont les fenêtres qu'on va utiliser? Comme vous savez, l'échographie utilise des sangs qui ne traversent pas très bien l'os. Et chez l'enfant, nous profitons du fait que les fontanelles ne sont pas encore fermées et on peut pénétrer à ce niveau-là. La grande porte, c'est la fontanelle antérieure. Là où il y a la jonction de l'os frontal à l'intérieur et les pariétaux de part et d'autre, il y a un vide là. Souvent, ça se forme à 2 ans. Donc, ça nous donne une grande porte par laquelle on peut voir le cerveau. Et avec la sonde, on va balayer en commençant à l'intérieur, en allant postérieur. Mais par moment, quand on va postérieur, on n'y va pas trop derrière pour voir ce qui se passe dans le lobe occipital. On vient avec l'autre fenêtre, la fenêtre postérieure, la fontanelle postérieure, qui est entre les os occipitaux et les pariétaux. Et ça se ferme généralement aux alentours des 2 mois. Ça se ferme tôt. Mais c'est la meilleure fenêtre. Moi, j'aime ça pour voir si je vais différencier l'hémorragie intravasculaire de grade 2 ou de grade 3, où je dois quantifier la quantité de sang dans le ventricule. C'est la meilleure fenêtre. Parce que vous voyez toute la ventricule avec ses cornes et vous voyez si vous dépassez 50% du conteneur ou vous êtes à moins que ça et ça sera grade 2, grade 3. Et docteur Christelle et docteur Fon, ils vont revenir en termes de pronostic quand on passe d'un grade à l'autre. Mais aussi, il y a la fenêtre mastoïdienne, jusqu'ici en passé, derrière l'oreille, là. C'est une bonne fenêtre pour voir la fosse postérieure. Je vais montrer des exemples. Et la fenêtre temporale, c'est l'os en soi. Et c'est là que nous faisons l'échographie transcrânienne sur les drépanocytaires pour voir s'il y a
augmentation de viscosité des sangs. Il y a un cours sur ça dans notre chaîne YouTube. On peut y revenir. Voici comment on le fait. D'abord, la coupe coronale. En coupe coronale, regardez la sonde, elle est là. On est en coronale, c'est curvilinéaire. Ça, j'ai pris, c'est pas le même patient. Ça, j'ai pris juste à l'ordinateur. Ça, je vous montre l'IRM et ici, je vous montre l'échographie. Regardez la beauté de l'échographie par rapport à l'IRM. Yes, l'IRM, c'est meilleur, c'est plus de détails. Ici, par exemple, je peux voir qu'il y a une anomalie de migration de la substance grise. Ce qu'on appelle ici, c'est quoi? C'est la substance grise qui n'a pas très bien migré. Pendant que j'y suis, je vais donner un autre détail. Chez l'enfant, comme on sait, la substance grise, le cortex cérébral se fabrique sur la paroi latérale germinale matrice, à ce niveau ici. Et ça va migrer de la paroi de ventricule jusque là où ça va venir fusionner. Je crois en outre, je vais donner un cours sur les épilepsies. On va y revenir. Et les anomalies de migration, ça peut constituer à une substance grise qui est formée mais qui n'a pas migré, ce qu'on appelle comme les nodules hétérotropes sous-épandymères. Ça peut migrer et se bloquer en cours de chemin, comme ici, comme chauve-souris. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un animal. Ça a migré et ça s'est limité ici. Et ça vous donne comme si vous avez le double cortex. Et puis l'autre, ça peut migrer jusqu'au niveau du cortex, mais ça ne se différencie pas bien. Là, on appelle de focal cortical dysplasia, les dysplasies corticales. Ça peut être de type 1, 2, ça on va revenir avec l'épilepsie. Donc, comme l'activité, le mitose et les autres sont énormes au niveau de la matrice germinale, en cas d'hypoxie ou de traumatisme, ils vont saigner. D'où les hémorragies chez les prématurés. Alors, chez l'enfant, ici, comme on peut le voir, je peux bien distinguer le cortex qui est un peu noir. Je peux voir la substance grise. Regardez même ici. La substance grise. Je vois même le veine médullaire comme il vient. Et je vais m'en servir pour parler des hémorragies de groupe 4, de grade 4. Je peux voir le ventricule latéraux, les cornes antérieures. Je peux voir le troisième ventricule, ça sera ici. Ça, c'est la fosse postérieure. Donc, en coupe coronale, nous prenons des coupes de devant, nous allons en derrière. Et votre ami ici, ça sera la symétrie. Symétrie, pour dire là, parce que là, ça fait confusion. Tout doit être symétrique. Regardez, je dois voir de la même façon le ventricule à gauche et à droite. Si je vois le ventricule d'un côté, de l'autre côté, ça ne se voit pas, c'est qu'en technique, j'ai souffert. Donc, j'ai été un peu oblique. Tu dois rester vraiment oblique, c'est-à-dire parallèle au plan de votre face, pour voir toutes les structures de la même façon du début à la fin. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la maladie de la substance blanche, la seule façon de l'aider chez un prématuré à bas âge, ça sera le fait que vous trouvez une écogénicité ici que vous ne trouvez pas ici. À gauche, alors que vous ne le trouvez pas à droite. Et pour l'aider, il faut que vous soyez au même niveau. Comme pour l'IRM également, on fait la même chose. On voit ces ventricules, on voit à gauche, on le voit à droite. Et puis, il faut avoir cette coupe ici en sagittal. Regardez comment on a placé la sonde. Ici, on va balayer de gauche à droite. Avec la coupe coronale, il va là, il va venir ici, il va venir là, il va venir là, jusqu'en postérieur. Mais avec la coupe sagittale, il balaye de gauche à droite. Et là, tu dois voir, tu parles de la ligne médiane, parce qu'ici, il faut rechercher les anomalies de formation, l'absence du corps calleux, l'absence de septum pellucidum. Toutes ces histoires-là, vous les recherchez en partant de la ligne médiane, vous allez à gauche. Ça, c'est l'IRM, ça, c'est l'échographie. Regardez, il n'y a rien que je vois à l'IRM que je ne vois pas ici. C'est le même patient qui a une maladie, un syndrome de Dandy-Walker. Je vois que le vermis n'est pas bien formé, il est roté, hypoplasique en haut. Il y a une grande proéminence de liquide céphalorachidien dans la fosse postérieure, on le voit ici. Donc, j'ai exactement la même maladie à l'IRM et à l'échographie. Alors que l'IRM coûterait, par exemple, ici au Canada, 2500 $, l'échographie, c'est à peu près 500 $ pour quelqu'un qui viendrait sans assurance maladie. L'IRM demanderait l'anesthésie générale alors que l'échographie ne demande rien. Pour l'IRM, tu dois venir à l'hôpital pédiatrique alors que l'échographie, on peut le faire à la cité. Donc ça, on doit maîtriser. Regardez la fenêtre dont je vous ai parlé mastoïdienne, ici à côté. Ça vous permet de voir la fosse postérieure. Ça, c'est votre cervelet. Ça, c'est le quatrième ventricule. Ça, c'est le tronc cérébral. Donc, vous voyez cette coupe ici, mais vous prenez ça des côtés. Vous pouvez le voir. Par moment, vous avez besoin de ça pour voir certaines malformations.
Après ça, n'oubliez jamais d'évaluer les vaisseaux. Les vaisseaux, comme on peut le voir ici, ça c'est avec votre échographie, ce sont des vaisseaux qui doivent avoir le resistance index. Les index de résistance doivent être au-dessus de 6, 0,6. Quand c'est trop bas, ça prouve qu'il y a une résistance. Ça peut être un signe indirect de l'hypoxie. On va y revenir. Après ça, les repères normaux. Ça, c'est un examen normal. Ça, c'est une coupe coronale. On a commencé au début et on rentre. Ça, c'est en sagittal. On a pris à droite, à midline et puis à gauche. Regardez, tout est symétrique. Je dois voir le même degré de pénétrance, même des sillons. N'oubliez pas, en cas d'épilepsie, il y a ce qu'on appelle le deep sulcus sign, où d'un côté, vous avez un sillon très profond comparé à l'autre côté, et ça peut être la cause de l'épilepsie. On va en parler le jour où on parlera de l'épilepsie. Et si ici, la symétrie est respectée, tout ce que je vois ici, je le vois à gauche. Même les tailles des ventricules. Chez les enfants, je pense que la loi des deux répond mieux. Quand il y a une différence de taille, tant que ça mesure au moins de 2 mm, vous êtes à l'aise. Quand ça devient trop prominent d'un côté que de l'autre, posez-vous des questions. OK? La troisième ventricule est bien visualisée ici, avec le plexus choroïde à l'intérieur. Ici, nous allons beaucoup plus en postérieur. Regardez. La substance blanche, elle est un peu blanche. Et elle sera beaucoup plus blanche plus l'enfant est jeune. Donc, quand vous avez un enfant de 20 semaines, la substance blanche sera beaucoup plus blanche, mais toujours moins blanche que le plexus choroïde. Plus il grandit, plus ça va se normaliser. Et à terme, ça devient presque normal. Quand vous trouvez une asymétrie, posez-vous des questions. Peut-être que c'est une lésion, ça s'appelle une lécomalésie périventriculaire du nouveau-né. Et ici, on voit la même chose. Regardez, la symétrie est respectée. Même les sillons, et je peux même voir les détails, regardez. Ça, c'est notre cortex, et ça, c'est la substance blanche. Les U-fibres sont à ce niveau-là. Et en sagittal, la même chose. Regardez, l'échogénicité périventriculaire reste la même, peu importe le niveau où on est. Et ici, on voit la même chose. Et votre ami fidèle, c'est cette coupe ici. Vous pouvez voir la fosse thalamo chorothalamic groove, entre la tête du corps codé et le thalamus. Il y a un V qui se forme là. Il y a un V qui se... Une minute. Je vais prendre ça après. Il y a un V qui se forme ici. Ce V ici doit rester vide pendant toute la période de la prématurité. Quelque chose d'échogène qui vient ici, c'est une hémorragie intraventriculaire de grade 1 ou germinal matrix hemorrhage. Il y a des cas où le choroïde plexus est très proéminent, ça fait le plan ici, mais ça va rester et aussi échogène que le reste de choroïde plexus. Et on est en train de faire une étude ici avec un des assistants pour voir l'intra-interrude agreement entre les radiologues de même niveau d'expérience pour différencier l'hémorragie de matrice germinale de grade 1 et les structures normales. On a une très mauvaise euh, agrément entre les radiologues. Pourquoi par moment, il n'y a même pas moyen de les séparer. C'est qu'on dit, on dit que non, comment la fosse codothalamique et il y a un matériel, ça peut être le plexus choroïde qui est très proéminent, ou ça peut être une hémorragie intraventriculaire de grade 1. On fait un suivi dans 2 semaines. L'hémorragie va se dégrader. Généralement, ça fait une formation kystique, alors que si c'était le plexus choroïde, ça va rester de la même façon. C'est seulement a posteriori que vous pouvez différencier ça. Et cela insinue quoi? On doit faire des examens répétés. Et n'oubliez jamais de valider que au moins le sinus sagittal supérieur est perméable avec l'écho. Parce qu'une thrombose qui prendrait tout ça compromettrait la vie de l'enfant. Également ici, variante de la normale, j'en ai déjà parlé avant, on peut avoir une légère asymétrie de taille des ventricules. On le voit plus bombant ici, plus petit qu'ici. On peut avoir les autres anomalies de septum pellucidum. Cavum septum pellucidum, ça veut dire une petite cavité entre les ventricules latérales gauche et droite. Ce sont des variantes de la normale
Et je le dis sous réserve du neurologue qui est ici, je ne pense pas qu'en termes de devenir neurologique, ça a beaucoup d'impact. Après ça, les structures normales. Quand vous êtes sous la ligne médiane, vous devez voir les corps calés. Quand vous n'avez pas vu les corps calés, vous ne pouvez pas exclure une absence de corps calé. Et généralement, ça s'associe soit avec Dandy Walker, soit avec les autres malformations. Alors, quand vous êtes au niveau de la fosse postérieure, le vermis est toujours échogénique. N'appelez pas ça une hémorragie. Le vermis est échogénique. Et on peut voir les fastidiums, c'est la partie la plus postérieure du quatrième ventricule. Même votre tronc cérébral est échogénique à l'intérieur. Ça, ce sont les variantes de la normale. Regardez, c'est la même échogénicité que vous voyez avec le plexus choroïde. Ça, ce sont les variantes de la normale. Et je dois être capable de différencier le cortex de la substance blanche. Et toutes les circonvolutions doivent être visibles. Maintenant, autre chose, il y a comment les espaces. Ici, on parle de certains espaces entre le crâne et le cortex. Ça ne peut pas dépasser 4 mm. Donc, si vous avez tout oublié, considérez seulement 5 mm. Tout espace qui va au-delà de 5 mm, ça doit vous poser des questions. Ça peut être un hématome sous-dural, ça peut être une variante de la normale, ce qu'on appelle BBSE, Benign Enlargement of Subarachnoid Space, un élargissement euh, normal des espaces sous-arachnoïdiens. J'en ai déjà parlé avant. OK? Maintenant, on va prendre quelques pathologies. Comme on n'a pas beaucoup de temps, jusqu'à 20 minutes, on va les épuiser. Ça, c'est le gros des examens que vous allez faire. À 90%, ce sont pour ces examens ici que les cliniciens vont demander. Le premier, c'est l'hémorragie intraventriculaire. On l'appelle le germinal matrix, comme je l'ai montré ici. Ça, c'est la matrice germinale. C'est ici que tout s'est produit. C'est l'usine de la substance grise. Tout s'est produit ici avant de migrer pour venir s'asseoir dans les cortex. C'est la maman de la formation du cerveau. Alors, cette matrice est très vascularisée et très cellulaire. Et c'est là que comment les neurones se forment. L'ampleur, il devient beaucoup plus énorme entre 23 et 34 semaines et ça commence à diminuer à partir de la 28e semaine et vous montez. Voilà pourquoi la plupart des hémorragies, vous allez les trouver dans cet intervalle ici. Et à 36 semaines, ça régresse énormément. Ici, je vous montre un schéma. Ça, c'est le docteur Yoshimacha. C'est le prof de Japon. Je pense que maintenant, il est à Johns Hopkins. Ici, on vous montre l'évolution du cerveau, comment ça grandit en taille. Ici, au départ, il n'y a presque pas de circonvolution, d'où par moment même nous on oublie. Il faut avoir les abacs ou bien des livres pour voir à 15 semaines de vie, quels sont les sillons qui doivent déjà être formés, comme on le voit ici. Les sillons vont paraître au fil du temps. Pourquoi je le dis? Un parent qui a une histoire Un parent qui a une histoire d'un enfant qui est né avec malformation, on peut même faire l'IRM avant, aux alentours de 20 semaines. Alors, il faut comparer pour savoir est-ce que les circonvolutions que vous avez là, c'est normal ou bien c'est moins développé. Et ici, on vous donne la matrice germinale. Regardez comment ça augmente évolue. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Allô? Ouais. Donc, ici, comme on peut le Je voir, regarde qui c'est, je ne vois pas encore, j'ai mais déjà on fermé demande. même. D'accord, merci. Ouais. Ici, on peut voir, regarder la matrice germinale, ça augmente en volume. Ça augmente en volume. Et quand vous êtes aux alentours de 21e semaine à 25e semaine, c'est là où ça devient le plus gros. Quand ça devient le plus gros, ça a besoin beaucoup plus d'oxygène et ça devient très fragile pour créer l'hémorragie. Et à terme, ça devient petit. De la même façon, le système ventriculaire, regarde, ça commence petit, mais quand pour les gens qui font les échographies de premier trimestre, c'est presque tout le volume du crâne ou du cerveau qui est occupé par le ventricule, ce qui est normal. Plus on grandit, plus le cortex se forme, ou comment le cerveau en soi se forme, et le ventricule devient petit.
Ici, c'est un autre exemple à l'IRM. Regardez la matrice germinale, c'est ça. Cette bande noirâtre ici. C'est ça la matrice germinale. Je vais rentrer à ce niveau-là. C'est ça la matrice germinale ici. Et là, on le voit. Regardez la coupe sagittale. C'est là que vous devez aller rechercher les hémorragies de l'enfant, le nouveau-né. Et ici, on le voit, c'est au niveau du ventricule latéral. Ici, on le voit là. Et ici, en coupe coronale, c'est un autre exemple. On voit, regardez, c'est qu'on voit les deux. Tant que c'est symétrique, on peut avoir aussi des hémorragies intraventriculaires ou germinal matrice de grade 1. Mais quand vous le voyez comme ça, là, écogène, comme juste une petite, comme une sorte de nodule, et ça, la même couleur que le plexus choroïde, vous êtes à l'aise. C'est probablement le plexus choroïde qui est très prominent. Demandez Non, l'examen d'accord. dans 2 semaines. S'il y a quelque chose, ça va se fermer. Ah, ok. Ça va changer parce que c'est de l'hémorragie. De la même chose qu'on fait en cas d'hémorragie de l'adrénale, de la surrénale. L'enfant fait l'hémorragie, on ne sait pas différencier est-ce que c'est un neuroblastome congénital ou c'est une hémorragie de la surrénale due à l'asphyxie périnatale. Vous demandez l'échographie dans 1 semaine, l'hémorragie doit changer de teneur et l'image va varier. Si c'est une masse, ça va rester tel que c'était. Et on applique la même logique ici. Et ici, je vous ai montré, c'est par ici, vous devez commencer. Si vous faites vous-même ou vous avez quelqu'un qui fait les échographies, venez au niveau de la fosse codothalamique, c'est là. Regardez le plexus, c'est là. Généralement, ça ne peut pas dépasser cette fosse. Quand ça dépasse un peu, c'est dangereux. Là, vous avez affaire à l'hémorragie de grade 1. Et ça, c'est le grade maintenant. Ici, c'est un examen normal. Regardez. En sagittal, vous avez le plexus choroïde qui vient juste au niveau de la faute thalamo-codothalamique, mais ça ne dépasse pas. Ça, c'est normal. Et quand on vient ici, ça, c'est le plexus choroïde. C'est normal. Mais dans le grade 1, vous avez une hémorragie qui se limite juste au niveau de la fosse codothalamique. Regardez ici, on compare à celui-ci. À l'intérieur, ça ne doit pas être très bombé. C'est bombé ici au niveau de cette fosse, ça c'est le grade 1. Et on le voit ici, c'est beaucoup plus prominent. Regarde, ici le ventricule était libre, mais ici ça commence à encombrer. Ça c'est le grade 2. Mais si tu n'avais pas vu ces cours, tu n'as pas vu tout ça là, tu peux juste penser que c'est prominent. Le choroïde processus est prominent. Mais quand vous venez ici, on a dit que ça ne peut jamais monter ici. Ça doit rester tout au plus au niveau de la fosse. Ça ne peut pas ressusciter. Comme ça bombe ici, c'est le grade 1. Et le grade 1, ça veut dire que rien n'est dans le ventricule. Tout reste dans la fosse codothalamique. Le grade 2, c'est ici, où l'hémorragie est au niveau des substances, de la fosse codothalamique, mais dans le ventricule, il y a également de l'hémorragie. Mais cette hémorragie qui est dans le ventricule n'occupe pas 50% du ventricule. Regardez, cette image a été prise à partir de la fosse de la fontanelle postérieure. C'est la bonne fenêtre pour bien voir l'occiput parce que tu dois quantifier l'hémorragie. Comme on est ici, un clin d'œil à la substance blanche. Regardez ici, la substance blanche ou qui a la substance blanche périventriculaire est écogène, mais moins écogénique que le plexus choroïde. Et puis, c'est symétrique de la même façon. Quand vous perdez la symétrie, vous êtes dans la pathologie. Mais vous devez être sûr que votre image est symétrique. Si vous voyez que le ventricule est moins visible que de l'autre côté, c'est que c'est votre technique qui est en train de pécher. Il faut corriger. Ici, c'est le grade 3. Le grade 3, non seulement ça bombe au niveau de fosse codothalamique, mais regarde, ici, c'est presque plus de 50% du ventricule qui est occupé. Ça, c'est le grade 3. Dans le grade 2 et le grade 3, c'est un, la présence ou non de la dilatation du ventricule, mais aussi la quantité de l'hémorragie qui doit être supérieure à 50. Maintenant, le grade 4, c'est là où il y a plus de controverses. Avant, on pensait que c'est une hémorragie de la matrice germinale qui est allée dans le ventricule. Mais avec le temps, on a compris que ce n'est pas ça. Ce qui arrive dans le grade 4, c'est que ça, c'est un schéma. J'ai pris ça du professeur Eppelman. J'ai oublié de mettre la référence. Elle a fait cette présentation au Congrès américain de radiopédiatrie au mois d'avril passé à Hawaï. Nous savons que nous avons des veines médulaires
qui drainent les cortèges juste au niveau des ventricules. Et ces veines passent au niveau de la matrice germinale. Quand vous avez une thrombose, en fait, le grade 4, c'est un AVC ischémique avec transformation hémorragique. Donc, il y a une thrombose de ces vaisseaux et ça saigne. Et souvent, ça apparaît comme ça. Comme une plage, regardez par rapport à ici, on trouve qu'autour des ventricules, il y a un peu d'écogénicité, mais ça, c'est asymétrique. Non seulement c'est beaucoup plus écogène, mais c'est beaucoup plus vaste. Ça, c'est le grade 4. Et ça va saigner. Et ce grade-là, ce n'est pas seulement en termes de numéros. C'est un effet sur le pronostic des enfants. Et ici, on trouve que dans les grades 1, le pourcentage de scellement, c'est 40%. Taux de mortalité, c'est environ tout au plus 10%. Et les déficits, comment on appelle ça? Cerebral palsy, qui peut être parasite cérébral, je ne sais pas si c'est le nom. Quelqu'un va me corriger, docteur Christelle va y revenir. Mais c'est à 15% ou moins qui vont développer ça. Mais plus on monte dans les grades 4, c'est presque 70%, 75%, voire plus. Et ça, c'est dans les meilleures conditions, qui risquent d'avoir des déficits neurologiques. Et la mortalité, ça peut aller jusqu'à la moitié des enfants. Donc, ce n'est pas anodin. Voilà pourquoi, quand je parlais avant de vermix et des autres, ne pas conseiller ça comme les hémorragies, parce que ça risque d'affecter votre classification. Et ici, on aura besoin de professeurs formés comme, parce que quand il y a l'hémorragie, quand vous savez, le plexus choroïde, ça joue un rôle dans la production et dans l'absorption de liquide céphalo-rachidien, même le paroi des ventricules. Et ici, vous voyez, les ventricules sont beaucoup plus écogènes, ce qu'on appelle une ventriculite chimique. Donc, c'est comme une sorte d'inflammation. Ça joue au niveau de la résorption des liquides céphalo-rachidiens et il développe des hydrocéphalies. Comme vous voyez ici, il y a un dispositif de drainage des ventricules. Donc, ils font des hydrocéphalies. Voilà pourquoi, quand vous faites les examens de ces enfants, il faut toujours mesurer la taille des ventricules. Vous donnez les index des ventricules, ça c'est en horizontal, d'ici jusque-là. Vous donnez des largeurs d'ici jusque-là. Et puis les diamètres entre les deux dents frontales et puis ses diamètres. Celui qui vient faire les comptes rendus avant doit donner ces mêmes valeurs pour dire si ça a augmenté ou ça a diminué par rapport au traitement. Et comme on peut le voir, on dit que la dilatation, ce genre de complications, ça dépend des degrés de l'hémorragie. Dans les grades 1 et 2, c'est seulement 7%. Mais quand vous allez dans les grades 3 et 4, à peu près 75% de patients peuvent bénéficier de ça. Maintenant, à part ça, on parle de l'échomalécie périventriculaire ou maladie de la substance blanche ou encéphalopathie du prématuré. Le néonatologue est là et le neurologue pédiatrique vont nous dire, en radiologie, nous utilisons ça comme des synonymes. Je ne sais pas en clinique comment ils appellent ça. Et ici, on revient, généralement, ce sont les agressions ischémiques du cerveau chez les prématurés. Et les facteurs de risque, c'est la prématurité et le patient qui vit avec les maladies cardiaques. Alors, pour le cerveau et pour l'intestin, j'ai dit aux assistants ici, c'est la même chose. Quand vous examinez la radiographie du thorax d'un bébé qui est là pour une malformation congénitale opérée, regardez le ventre. C'est pas rare de voir les entérocolites et hémorragique. Non, l'autre nom là, j'oublie toujours ça en français. DEC, necrotizing enterocolitis, ils le font facilement. Et même dans la tête, ils font facilement les lésions ischémiques. Et si vous regardez ici, et si nous appliquons ce que nous avons discuté, ce qu'on voit, c'est la symétrie. Hein? À ce niveau ici, on ne sait pas distinguer clairement la substance grise de la substance blanche. Cette écogénicité ici qui ne se confine pas dans un seul, dans le même zone vasculaire, on ne le voit pas assez à ce niveau ici. C'est déjà anormal. Et quand on fait les suivis, ce sont les kystes qui vont se former. Ce qu'on appelle l'échomalécie périventriculaire kystique. Et si le pronostic est très mauvais également. Ici, c'est un exemple. Un bébé prématuré, 28 semaines, à la naissance, tout était OK. Regarde, la technique est bonne, la symétrie respectée, on sait différencier les cortex, mais par moment, ça prend du temps pour apparaître. Voilà pourquoi nous faisons ici des suivis chaque 2 semaines. Et après 2 semaines, sur le même cas que j'ai présenté avant, vous voyez, cette écogénité n'était pas là. C'est apparu à la 10e semaine. Et à la 28e semaine, ce sont des kystes. C'est un très, très mauvais pronostic pour ces enfants ici. Et si on peut le voir, comment il y a des kystes
tout autour du cerveau. Après ça, les lésions ischémiques, hypoxiques ischémiques, ça, c'est toutes les causes des asphyxies périnatales. Rupture prématurée d'écollement, d'écollement de placenta, prolapsus du cordon ombilical, ou bien un enfant, ou bien une maman qui vient avec détresse respiratoire, tout ça là. Quand il y a une perfusion placentaire, on peut avoir ça. Au début, ça peut être normal. D'où on a besoin de l'IRM. L'IRM détecte ces changements beaucoup plus tôt. Et après, tout ce qu'on a, c'est l'hyperéchogénicité. Voilà pourquoi tout au début, j'ai parlé de la radioanatomie normale. On doit savoir que peu importe l'âge de l'enfant, prématuré soit-il, normalement, on doit être capable de différencier la substance grise de la substance blanche. Quand on regarde ici, il y a comme une dédifférenciation de la substance grise et de la substance blanche. C'est déjà anormal. Et ici, quand on regarde, regardez, quand on voit à l'échographie, il y a comme diminution de l'index de résistance. Normalement, ça doit être au-dessus de 0,6. Et ici, ça c'est l'IRM, on voit bien l'ischémie, comment ça s'est fait. Et ici, c'est le territoire postérieur de la terre cérébrale moyenne droite qui est atteint, mais à l'échographie, on peut également voir ça, une des différenciations. Ça, c'est un cas que j'ai pris dans stade DX, premier jour de vie, c'est comme s'il y avait une dédifférenciation de la substance grise. Et ça, c'est l'IRM. Regardez, on voit tout ce qu'on voit ici, c'est anormal. Ça, c'est l'image en diffusion. C'est anormal, c'est trop clair. C'est ce qu'on appelle super scan. C'est comme si, comme la lésion atteint tous les cortex, ça paraît comme si c'était normal. Il faut toujours comparer au cervelet. Normalement, le cervelet, c'est la partie qui doit vous donner le plus bas coefficient de restriction. Toute structure qui est beaucoup plus noire que ça, je n'ai pas montré ici, c'est anormal. Et ça, on a fait la spectroscopie par IRM, on trouve que le lactate est très augmenté et le NAA a diminué. NAA, c'est le marqueur de neurones normales. Le lactate, quand c'est augmenté, ça veut dire seulement que le métabolisme, ça se fait de manière anaérobique. Ça produit trop de lactate et à l'IRM, on peut le détecter. Ça, c'est l'examen normal. Normalement, le cerveau devait être comme ça. Comme on voit, on peut différencier la substance blanche de la substance grise. Et ça, c'est l'image en diffusion normale. Regardez, la substance blanche est bien visible et la substance grise est très échogène. Ici, on ne sait plus différencier. Ce qui est en bas, là, on appelle ça des U-fibres, les fibres en U. Quand on va parler de maladies métaboliques, il y a des maladies particulières qui n'atteignent que cette partie-là. Donc, on doit être capable de les différencier, et même en cas d'épilepsie, dans les dysplasie corticale de type 1, tout ce qu'on peut avoir, c'est un flou qui apparaît dans la partie subcorticale. On va y revenir. Et ça, c'est le suivi après. On trouve qu'il y a des kystes, l'échomalacie cystique qui apparaît avec un très mauvais pronostic. On touche à la fin, les anomalies congénitales, on peut aussi les voir. Par exemple, pour ces cas ici, regardez le cerveau, on appelle ça des car racing. Vous voyez les cars de course, comme dans les voitures de course, cette forme de ventricule latéral, c'est anormal. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps calé. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas les corps calés. Le troisième ventricule est haut placé. Et quand vous venez de la fosse postérieure, ça c'est proéminent. Ça c'est un cas de malformation de Dandy Walker avec agénésie du corps calé. L'examen normal devait être comme ça. Les ventricules doivent être presque horizontales, pas verticales et de petite taille. Et quand vous venez ici, les corps calés doivent être visibles. Quand vous êtes sous la ligne médiane, vous devez voir le corps calé. Ça, c'est une malformation anormale. Le prof Omeko va y revenir. Ce qu'on appelle malformation de la veine de Galen. La veine de Galen, c'est cette veine ici, qui relie la veine droite straight sinus à la... Et quand ça vient, il y a deux parties. Nous avons la veine cérébrale inférieure et la veine cérébrale supérieure. C'est cette partie ici. Et ça peut créer une forme d'anévrisme, c'est ce qu'on voit ici. On peut le voir ici, peut le voir là. Et ça, c'est très bien visible. Et ici, c'est l'anormalie. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je voulais poser les bases et dans 2 semaines, je reviens avec beaucoup de cas cliniques pour asseoir ces concepts-là. Ça serait difficile de parler et de la technique et de la variante normale et puis bombarder tous les cas cliniques. On ne donnerait pas assez de temps aux panélistes.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? D'abord, l'échographie transfrontalière est un élément essentiel des soins cliniques de routine, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire. C'est devenu un principal outil de dépistage diagnostic des pathologies intracrâniennes chez les nouveau-nés, que ce soit prématuré ou à terme. On doit avoir les connaissances des paramètres pratiques standards, ce qu'on appelle le state of the art, l'état de l'art, et une compréhension fondamentale de la neuroanatomie, mais également la pathologie. Et la connaissance de la somme des résultats d'imagerie observés à l'échographie cérébrale chez le nouveau-né et à terme sont essentiels pour les interpréter. Et pour le clinicien, nous avons besoin d'examens cliniques bien faits et avec le plus de pertinence. Et je dois faire c'est clair parce que j'ai pris beaucoup d'images et beaucoup de théories de cet article. Je vais partager ça dans le chat box. C'est free, c'est en anglais. Ils ont donné beaucoup de cas, donc je me suis inspiré. J'ai marqué sous leur image, mais comme ça sera sur YouTube, il faut que la déclaration soit officielle, qu'il y a à peu près 60% d'images, je les ai prises ici. C'est les nouveaux-nés chez nous ici. Si tu veux utiliser les cas pour une présentation, ça prend beaucoup plus de permissions à avoir. Merci beaucoup. Je vous remets la parole. J'ai voulu finir tôt, comme ça on laisse le temps aux panélistes et on discute comme l'équipe est grande. Nous sommes à 142 personnes ici. Donc, je Oui, remets la parole au docteur Angèle Bon. Merci beaucoup. Angèle. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bata. Effectivement, nous sommes à 142 participants maintenant. On te remercie pour la très claire et nette présentation. Avant de passer la parole aux panélistes, je vais faire juste un petit commentaire. Il est un peu contradictoire par rapport à la déclaration. Vous avez dit que les échographies transfrontalières, ici, les radiologues ne le font pas au pays. Je ne sais pas qui vous a donné l'information parce que les radiologues font les échographies transfrontalières et en plus, on sait que les radiologues ne le font que quand c'est demandé. Ce ne sont pas des patients qui viennent à tout venant comme on fait les échographies obstétricales ici, mais c'est les cliniciens qui doivent référer surtout les prématurés et tout chez les radiologues pour que ceux-ci le fassent. On sait qu'il y a la notion de paye, donc les patients doivent payer par eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est pourquoi les cliniciens en salle d'accouchement ne demandent pas ces échographies transfrontalières. On a vu une période passée où aucune échographie transfrontalière n'avait été demandée, même aux cliniques universitaires. La précédente qui faisait les échographies transfrontalières en néonatologie avait été formée par nous. Après, quand elle est partie en néonat, on ne référait plus les échos transfrontalières aux radiologues et c'est la pédiatre qui faisait. Nous ne pouvons pas aller récupérer les prématurés en néonatologie. Et actuellement, il y a docteur Christelle, elle va pas si elle peut me contredire, je ne pense pas. C'est elle qui fait les échographies transfrontalières. Et là, c'est quand elle a été indisponible et avec la prise en charge de la couverture santé universelle qu'on a vu l'afflux des demandes d'échographie transfrontalière en radiopédiatrie, donc aux cliniques universitaires. Et donc, ça fait depuis quelques mois que nous avons repris à faire les échographies transfrontalières en néonatologie. C'est vrai qu'il y a un souci d'appareillage parce que, comme on le sait, notion d'asepsie et tout, normalement, en milieu universitaire, il faut un appareil dédié. Il faut qu'un appareil soit spécialement un appareil de néonatologie et qu'on le fasse au chevet dans les couveuses des prématurés. Donc, ça, c'était un peu je voulais un peu retoucher, mais si les autres radiologues ne le font pas, on ne sait pas pourquoi ils ne le font pas, sinon c'était à la portée de tout le monde. Et il y a 5 ans, je pense, il y a eu un travail de mémoire co-dirigé par le professeur Lelo de échographie transfrontalière en néonatologie des cliniques universitaires. Docteur Christelle, elle va nous dire, elle qui est locale, nous avons aussi fait une présentation même des AVC chez le nouveau-né, chez le nourrisson, mais jusque-là, on n'a toujours pas des enfants avec des cliniques parlantes référées ou bien orientées chez les radiologues pour faire ces échographies. Peut-être qu'elles le font eux-mêmes là-bas. Elle va nous en dire plus. Je crois que elle est là, docteur Christelle, c'est la première panéliste à qui on va passer la parole gentiment et après, on suivront les autres. Voilà,
Docteur Christelle, et pardon, docteur Agathe, je commence, j'ai oublié, je devrais commencer par docteur Agathe. Docteur Agathe Fouani, vous êtes néonatologue à l'Université de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous faire votre commentaire sur ces corrélations entre examen clinique et découverte en ETF chez les nourrissons en République démocratique du Congo, si on peut le dire? Vous avez la parole. Docteur Agathe? Docteur Agathe? Ben oui, Vous m'entendez? il est ouvert. Allô? Oui, là, on t'entend, oui. Ah, ok. Merci beaucoup. Je disais grand merci à l'équipe d'imagerie de nous avoir associés à cette conférence qui est très intéressante. Je remercie beaucoup le professeur Mata pour sa belle présentation qui ne cesse de nous enrichir. Je suis docteur Fouani, pédiatre, néonatologue. Et effectivement, nous réalisons les échographies transfrontalières dans les services des néonatologies. Et à titre de formation, j'ai été formée par l'équipe d'imagerie. Là, à l'époque, c'était avec le prof Lelo. Donc, pour dire qu'il y a une formation des échographies transfrontalières qui s'est fait là-bas, mais le fait que c'est un acte que je peux dire que le service des néonatologies s'est approprié, comme ça se fait tout ailleurs. Donc, on ne sait pas déplacer les nouveau-nés, on ne sait pas déplacer les prématurés, d'où c'est avantageux que le néonatologue soit capable lui-même de faire une échographie transfrontalière au chevet du malade. Et c'est ce que nous faisons. Nous-mêmes, nous le pratiquons dans notre service. Et malheureusement, nous sommes limités suite d'abord à l'appareillage, parce que l'appareil que nous avons malheureusement ne dispose pas des Doppler. Mais que cela ne tienne, ça nous permet quand même de faire le diagnostic des grandes pathologies, comme vous avez dit, telles que les hémorragies intraventriculaires, les lésions ischémiques en cas d'asphyxie, parce que c'est ça vraiment les indications chez nous. Tout prématuré de moins de 35 semaines doit avoir une échographie transfrontalière. Tout nouveau-né qui a présenté une asphyxie doit avoir une échographie transfrontalière et nous faisons de contrôle 1 à 2 semaines après selon le résultat que nous avons eu à notre échographie. Certes, avec la couverture santé universelle, on a beaucoup de demandes et malheureusement, nous ne sommes pas nombreux à le faire au sein de notre service. C'est pour cela que quand nous sommes empêchés, nous recourons à l'équipe d'imagerie qui assure aussi avec des échographies transfrontalières de qualité. Et nous remercions beaucoup Dr Angèle qui vient elle-même dans le service pour le faire. Mais nous avons quand même des difficultés pour les nourrissons parce que dans notre service, nous n'avons que de nouveaux-nés à terme et de nouveaux-nés prématurés. Les nourrissons sont dans l'unité B. Ce sont des locaux qui sont un peu loin de notre unité de la néonatologie. Et il y a ces nourrissons qui sont en soins intensifs qui ont besoin d'avoir des échographies transfrontalières, surtout ceux qui font des méningites carabinées. On doit surveiller parce qu'on craint qu'il y ait la survenue, par exemple, d'une hydrocéphalie. Ce sont des nourrissons qui sont grabataires et on ne sait pas déplacer notre appareil de la néonatologie pour aller là-bas. Donc, on a des difficultés et on ne peut pas aussi prendre ces nouveaux-nés là ou ces nourrissons, pardon, de soins intensifs pour l'emmener en imagerie parce que des fois, ils sont oxygénodépendants, ils sont dans des états grabataires qui ne nous permettent pas. Mais en tout cas, je suis très contente de cette activité parce qu'il faut sensibiliser même la population médicale sur la réalisation des échographies transfrontalières. Comme l'a dit le prof Mata, il est moins coûteux parce que nous rencontrons beaucoup de nouveau-nés chez qui on demande des IRM. Et vous voyez même que pourquoi cet IRM a été demandé.
on aurait pu résoudre ce problème-là à l'échographie transfrontalière. Vous allez voir certains nouveau-nés à la cité, pas chez nous aux cliniques universitaires. Parce qu'aux cliniques universitaires, quand même, les gens sont pointueux dans ce qu'ils dans ce qu'ils font. Mais il y a certaines choses qui se passent à la cité. On demande une IRM pour un enfant qui a présenté une asphyxie. On demande même deux fois 2 à 3 IRM chez un nouveau-né. Et moi, je vais à le voir pour dire que beaucoup de personnes ne connaissent pas peut-être les indications de l'échographie transfrontalière, d'où il faut sensibiliser encore davantage la population médicale pour leur dire que c'est à portée de main, c'est moins coûteux et ça nous donne des résultats fiables qui peuvent nous aider à avoir un diagnostic rapidement, au lieu de recourir aux IRM qui prennent du temps, qui nécessitent des fois que l'enfant puisse avoir une anesthésie, beaucoup de choses, beaucoup de logistique, tandis que l'échographie transfrontalière ne demande pas grand-chose. Donc, c'est vraiment avantageux pour les cliniciens et pour l'imageur aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur Agathe. Et on va passer la parole en attendant à la deuxième panéliste, c'est docteur Christelle. Est-ce que vous êtes là? Docteur Christelle, dites-nous ce que vous avez préparé pour nous. En attendant, on retient bien de ce que docteur Agathe vient de nous dire, qu'il faut une sensibilisation de la population médicale sur les demandes et les réalisations des échographies transfrontalières, aussi bien à Kinshasa que dans le reste de la République, parce que c'est un examen, comme on le dit, qui offre beaucoup de choses. Docteur Christelle. Docteur Christelle, votre micro est fermé au cas où vous essayez de parler. Sinon, elle est là, hein, elle est en ligne. Par moment, on perd de vue d'activer son micro. Oui, mais je crois, est-ce qu'elle nous entend? Docteur Christelle? Voilà, elle est là. Bonsoir, docteur Christelle. Elle a ouvert le micro. Un petit souci de connexion peut-être. On attend quelques secondes. Je ne sais pas, son micro était fermé après tout à l'heure. Ah oui, voilà, elle nous écrit que la connexion déconne un peu. Petite patience. Non, je crois J'ai non. dit. On peut donner la parole au prof Macron en attendant? Je suis d'avis, oui. Alors, professeur, est-ce que Oui, je suis vous bien êtes en... là. Oui, oui, merci. Et bonsoir, professeur. Merci beaucoup. Bonsoir, Voilà, vous Angèle. avez bien suivi le cours, vous avez suivi Très l'intervention bien suivi. de docteur Agathe. Et Quand voilà, oui dites-nous aussi. ce que vous avez prévu pour nous ce soir. Merci. Alors, merci. Je remercie d'abord le professeur Mata de m'avoir de nouveau invité d'être sur ce panel pour donner mon avis, ou plutôt du neurochirurgien face à l'hémorragie intraventriculaire, l'hémorragie chez le nouveau-né en général, et face à cela, l'échographie qu'il a très bien expliqué.
Moi, je pense que pour le neurochirurgien, nous, on reçoit ces enfants par le truchement de la néonatologie. Et comme j'ai entendu dire ici, les néonatologues sont assez habitués à faire les échographies et ils le font quasi, enfin, je ne sais pas s'ils le font tous les 2 jours ou pas, mais nous sommes souvent appelés pour les enfants qui ont saigné dans leur ventricule à différents âges et à différents grades de saignement. Et ce que nous, chirurgiens, on fait systématiquement quand on vient, en sachant que, bon, vous savez tous que la production du liquide céphalorachidien est quand même une production régulière et importante. Si elle est d'environ 21 millilitres par heure chez l'adulte, on ne connaît pas très bien chez le nouveau-né le taux exact, mais on sait que ce taux est important. Et donc, ce que nous allons faire pour ne pas ajouter à l'hémorragie intraventriculaire une hyperpression intracrânienne due à une hydrocéphalie par difficulté de circulation du liquide céphalorachidien due à cette hémorragie, lorsqu'elle est de grade 2 ou 3, par exemple, de grade 4, alors on nous appelle et on fait des ponctions transfontanellaires pour décharger le ventricule. Et on le fait habituellement tous les 48 heures sous contrôle de l'échographie. Et alors, donc, on fait tous les 48 heures pour plusieurs raisons. Déjà pour décharger le ventricule et essayer de nettoyer le ventricule autant qu'on peut. Ceci pour éviter à échéance de mettre un système de dérivation permanent, le système de dérivation ventriculo-péritonéale. Lorsque on se rend compte que la vidange des ventricules, le lavage des ventricules se fait très lentement pour éviter des multiples ponctions avec les risques qu'on connaît, notamment les risques infectieux, eh bien, on place une capsule de Maillard habituellement dans la fontanelle et à partir de laquelle on réalise des ponctions sans devoir ponctionner l'enfant, sans devoir chipoter avec des aiguilles que l'on renfonce dans le système ventriculaire tous les 2 jours. Pas plus tard que ce week-end, mes assistants, bon, quand je leur ai dit que j'étais invité ce soir, ils m'ont dit qu'on a effectivement reçu un enfant de 31 semaines qui était prématuré à 31 semaines aussi, qui est né à 31 semaines et qui nous a été transféré d'un hôpital périphérique de Namur, pour ne pas citer, avec une infection du système ventriculaire. Donc, une ventriculite et forcément une hydrocéphalie qui suivait, et malgré une prise en charge depuis sa naissance dans cet hôpital pour lequel il ne s'en sortait pas. Donc, ils avaient fait, comme nous, des ponctions répétées, ils avaient placé un Omaya et au final, ils avaient mis une dérivation ventriculo-péritonéale. Malgré tout, l'enfant s'est infecté et il a fallu le transférer chez nous ce week-end. Je dis cela pour dire que l'échographie est capitale pour bien sûr analyser le contenu du système ventriculaire chez les enfants qui ont saigné, mais également pour évaluer la progression, si vous voulez, de la vidange ventriculaire lorsque on sait que le liquide céphalorachidien va continuer à être produit de la même façon. Ce que nous craignons le plus, c'est bien sûr ces infections qui sont terribles, comme le professeur Mata l'a souligné un peu, sont terribles parce que ça va réaliser des ventriculites, réaliser un peu de bon, et créer à terme des gros problèmes de circulation de liquide céphalorachidien. Même quand l'enfant s'en sort, il va porter des drains ventriculo-péritonéal, ce qui n'est pas souhaitable. On sait aussi, de par l'expérience même de la littérature, que lorsque on insère les drains chez les enfants de moins de 2 kilos, presque 90%, 95% vont avoir des problèmes. Donc, l'échographie transfontanellaire est capitale. On réalise même de moins en moins les IRM chez les enfants en période néonatale parce que ça demande
ça demande une logistique importante de transférer ces enfants en radiologie pour réaliser l'examen, alors que l'échographie, qui est un geste, entre guillemets, relativement simple à réaliser, pas simple à comprendre, bien entendu, il faut être spécialiste pour comprendre, mais qui est quand même relativement simple à réaliser. Donc moi, mon apport ici, c'est de dire quoi? C'est de dire le neurochirurgien est simplement prêt, hein, à chaque fois qu'on nous sollicite pour aider à vidanger ces ventricules et l'échéance étant donc d'éviter d'insérer des shunts chez les enfants en permanence quand on sait qu'au plus on est jeune, au plus placer les shunts est pourvoyeur aussi de complications. Bon, je vais m'arrêter de parler et éventuellement répondre aux questions qui pourraient survenir au fur et à mesure de l'évolution de cette soirée scientifique qui me semble extrêmement intéressante. Alors, merci, professeur Edouard. Je crois qu'on va revenir sur Dr Christelle, si elle est déjà connectée, pour avoir son commentaire avant de passer la parole à tout le monde pour les questions générales. D'entrée, je dis déjà à l'Assemblée que je ne vois pas de questions posées dans les chats. Si vous pouvez déjà commencer à les poser, parce que bientôt, on va commencer la partie discussion. Docteur Christelle, est-ce que ça va? Elle m'a écrit à côté qu'elle a un problème de connexion. Donc, tu penses qu'on peut passer à la Oui, on partie peut passer discussion à en la attendant, partie on pourra la questions-réponses. prendre. Et si Voilà. elle rejoint, elle va prendre la... Voilà. Moi, j'ai une première question à poser au professeur Edouard. C'est celle de savoir les ponctions les ponctions transfontanellaires, vous les faites éco-guidées, bien sûr. Et, euh, et qu'est-ce qui guide, oui. Et l'évacuation, vous la décidez après avoir, après un certain volume estimation de volume de liquide céphalorachidien dans les ventricules ou c'est en fonction de quoi vous décidez de la ponction d'un volume ou je ne sais pas. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que la ponction n'est pas éco-guidée en temps réel, en temps direct, j'allais dire, en temps réel, puisque nous faisons nos ponctions lorsque l'échographie, bien sûr, a été faite et qui a montré qu'il y a une augmentation de volume importante ou qu'il y a une quantité de sang encore importante. Mais nous ne faisons pas une ponction éco-guidée dans le sens que c'est l'échographie qui indique là où on va aller. C'est les repères anatomiques qui sont assez simples, hein, à cet âge-là. On passe par la fontanelle et on évite, bien sûr, il faut éviter de ponctionner le système veineux et notamment le sinus sagittal pour ne pas faire saigner encore chez un enfant qui a déjà un saignement profond. Exact. Et là, on utilise les repères anatomiques plutôt que l'échographie en tant que telle. L'échographie étant toujours comme examen princeps pour déterminer que le ventricule nécessite d'être ponctionné. Bien sûr, il y a la clinique aussi avec la fontanelle qui devient plus ou moins tendue ou pas. Et après, l'échographie sert de nouveau à contrôler la quantité. Pour la quantité, effectivement, on sait que chez l'enfant, chez l'adulte, la quantité en temps donné de liquide céphalorachidien c'est autour de 150 millilitres. Mais chez le nouveau-né, on sait que c'est de l'ordre de 50 millilitres au total. Donc, ce qui fait que lorsque nous vidangeons, on vidange une dizaine de millilitres au grand maximum. Pour ne pas, parce qu'il y a aussi des drawbacks de vidanger de façon trop importante, d'autant que c'est une ponction répétée. C'est-à-dire qu'on fait une ponction et 2 jours après, en fonction de l'échographie, on peut être amené à faire de nouveau une ponction. Et quand on voit que ces ponctions deviennent trop fréquentes parce qu'on ne peut pas enlever une trop grande quantité à la fois, alors on insère le maillat pour ne ponctionner qu'une partie de la capsule. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur Mata, vous avez un commentaire avant qu'on passe dans les commentaires faits dans les chats?
Professeur Mata? Oui, Oui. la question sur les indications spécifiques de l'IRM, c'est vraiment au cas par cas. C'est chaque fois que la réponse de l'échographie n'est pas satisfaisante, on passe à l'IRM. Ou si on pense que le type d'hémorragie est atypique, ou si on pense qu'il y a des anomalies congénitales qui doivent être mises au point. Pour l'hémorragie intraventriculaire, on peut commencer et finir qu'avec l'écho. Pour les autres indications, surtout la maladie de la substance blanche, c'est bien évalué à l'IRM parce que vous avez l'image en diffusion qui vous donne beaucoup d'éléments. La spectroscopie par IRM vient ajouter d'autres. Ou quand vous pensez que vous avez des malformations, comme des holoprosencéphalies, toutes ces histoires-là, l'échographie est limitée pour faire des jonctions entre différentes structures et on recourt à l'IRM. Mais à savoir que l'IRM demande l'anesthésie générale, demande l'expertise beaucoup plus avancée dans les séquences à avoir et comment agencer cela pour donner un pronostic. Donc, ça dépend vraiment de la question clinique et souvent, ce sont les cliniciens qui déterminent l'indication. Oui. C'est la même chose, c'est le commentaire que docteur Mika a aussi fait de Lubumbashi en disant qu'ils font les échographies transfrontalières à Lubumbashi. Cela dépend des circonstances de l'accouchement et avec, je crois, un contrôle toutes les 2 semaines chez les enfants ayant eu une souffrance fœtale au moment de l'accouchement. Alors, il y a docteur Kevin qui pose la question de savoir si on peut faire l'échographie transfrontalière jusqu'à quel âge. Professeur Mata. Comme je l'ai dit, tout va de l'indication. Si vous cherchez une malformation et que la réponse à l'échographie, vous l'avez, ça s'arrête là. Les hémorragies intraventriculaires et le maladie des substances blanches, on le fait selon que c'est indiqué cliniquement. D'abord, pour un examen normal, c'est un prématuré, chez qui on fait le monitorage des hémorragies intraventriculaires, on doit le faire chaque 2 semaines jusqu'à terme, le plus tôt. Après les termes, je pense que ça dépend, je ne sais pas, docteur Fon ici, elle a la littérature sur ça, ça va au cas par cas, mais du moins jusqu'au terme, parce qu'au terme, on pense que la matrice germinale est beaucoup plus stable, les risques de saignement diminuent sensitivement. Maintenant, les maladies des substances blanches, on continue, et c'est souvent l'indication pour l'IRM, parce qu'on veut voir les types, en termes de l'incident qu'il y a eu. Et peut-être quand je vais revenir avec des cas cliniques, je donnerai beaucoup plus d'exemples. On peut voir les lésions. Comme j'ai montré à l'échographie, tout était blanc, tout était hyper échogène. Par moments, c'est difficile de voir quelle partie est beaucoup plus affectée. Alors, nous savons qu'en cas d'asphyxie, quand elle est profonde, ce sont les neuroglies centraux qui sont atteints le premier. Et quand c'est moins profond, c'est les cortex. Et entre les deux, nous avons le spectre qui va du cortex à la substance blanche. Donc, en termes de pronostics, devenir neurologique de l'enfant, on peut aller jusque dans les détails. Il y a une question, les indications et contre-indications en cas de néonatologie. Quel est l'intérêt en cas de syndrome TORCH? Oui, je vais montrer le syndrome TORCH quand on va parler des cas cliniques. L'échographie transfrontalière peut vous montrer. Par exemple, quand vous allez dans le comment on appelle ça, toxo ou dans le cytomégalovirus, on a beaucoup de calcifications et la localisation de ces calcifications ont quelque chose, sont corrélées avec l'un ou l'autre germe. Et maintenant, au Brésil, il y a ce qu'on appelle les Zika. Ça peut paraître comme le syndrome torche et aussi ils ont leur façon de se présenter à l'échographie. Il y a le syndrome d'Arcardie-Gouttière qui viennent avec beaucoup de malformations. Ça fait simuler. Donc, l'échographie peut vous donner d'abord, au début, vous dire que c'est anormal. Ça, c'est la possibilité. Et c'est à ce niveau-là que l'IRM vient jouer un rôle. Et souvent, on est obligé de faire l'étude des liquides céphalo-rachidiens pour connaître les germes. L'imagerie peut approcher le diagnostic, mais le diagnostic final vient avec l'examen de laboratoire. En cas de crâniosynostosis, Oui, professeur, vous devez lui dire il n'y a pas de contre-indication à l'ETF, comme il le dit, il demande, il pense qu'il y a indication et contre-indication. Si c'est indiqué, on le fait. Hein. Il oui, n'y a pas de c'est bébé ça. chez qui, je sais pas de bébé chez qui on ne ferait pas d'ETF. Il y a aussi Non, il n'y a ça. pas de contre-indication, à moins que localement, parce qu'il y a des enfants qui viennent avec les ECMO ou bien qui viennent avec
les arsenals de réanimation compliqués où l'accès à la tête est difficile avec le risque de déconnecter certains tubulures, on peut dire, ce n'est pas une contre-indication, mais c'est une limitation technique, quoi. Limitation, voilà. Ouais, Je pense ça que peut arriver. sa question va de pair avec celle de Dr Olivier qui te pose la question de savoir quel est le signe du méningite néonatal à l'ETF. Des fois, dans la pratique, la ponction lombaire pose problème chez certains nouveau-nés. Ouais, Oui. C'est une question qui t'est posée aussi. ouais. Le diagnostic de méningite, c'est clinique et laboratoire. L'imagerie vient quand le tableau est non spécifique, même l'IRM. Parce qu'à l'IRM, déjà, en 22 ans, on ne fait pas comment la séquence flair, parce qu'il n'y a pas encore une bonne myélisation de la substance blanche. Du coup, le flair et le T1 se ressemblent, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais c'est le seul cas où on utilise, en cas d'infection, c'est la seule indication où on fait le flair, juste pour voir le rehaussement leptoméningé. Et même ça encore, on peut le voir juste de manière secondaire. Donc, le diagnostic de méningite reste clinique et de laboratoire, pas l'imagerie. Alors, il te pose encore la question de savoir est-ce que le syndrome de bébé secoué, pour le syndrome de bébé secoué, est-ce qu'il faut réaliser aussi une ETF? Excellente question. Jamais faire les TEF comme examen final de syndrome de bébé secoué. C'est la seule indication, même si on se réserve le droit de faire le scanner chez les enfants, faites le scanner. Et c'est toujours un débat quand on fait la garde. Il y a un clinicien qui vous appelle, mais c'est cet enfant, on pense à la maltraitance, est-ce qu'on peut le faire? Comme vous avez vu les images que j'ai présentées, les parties latérales du cerveau, les espaces extra-axiaux sont peu visibles. On peut avoir une petite quantité d'hémorragie sous-durale qui est méconnue. Et quand vous faites un examen, vous ratez cette partie-là, ou les lésions axonales diffuses qui ne sont pas aussi bien visibles, vous appellerez cet examen normal et on va libérer l'enfant. Et la personne qui a causé l'accident va le faire, l'enfant va vous revenir mort. En cas de suspicion de maltraitance, faites le scanner et puis le survey, la radiographie tête aux pieds pour voir les autres stigmates de maltraitance et sauver les autres enfants qui ont le même âge ou moins. Ça, c'est médico-légal. Ne jamais faire l'échographie transfrontalière à l'Occident. Maintenant, si vous êtes au pays où il n'y a pas de ressources et que c'est la seule chose que vous avez, vous pouvez le faire. Et aussi là, les lésions, il faut le mettre dans le contexte. D'accord. Dali Kevin Mata, demande à quel âge on arrête. Pardon, qu'est-ce qu'il la pose? Je crois que la réponse avait été donnée. Jusqu'à quel âge on fait docteur, l'échographie peut-être transfrontalière? avant, s'il vous Il y a un plaît. prof Fomeco qui Oui, voulait parler. oui, Docteur, professeur. Oui, pour pas qu'on passe et qu'on revienne, je voudrais profiter pour poser alors la question au professeur Mata, oui. pourquoi un scanner obligatoire, enfin, pourquoi un scanner et pas une IRM quand on sait que le scanner est si risqué chez les enfants? Bon, pourquoi on ne ferait pas alors seulement une IRM si on en a? Oui, C'est, oui. c'est- En fait, l'IRM, c'est l'examen, c'est le gold standard. Mais Ok, quand ça vous va. êtes en urgence et que vous n'avez pas l'arsenal pour le faire, on Il faut peut faire un faire le scanner. scanner en attendant. Parce que là, vous Très cherchez bien. les fractures aussi, tout ça là, oui, oui. Mais si vous avez tout pour la tête, vous faites l'IRM. Et d'ailleurs, l'IRM vous montre bien des lésions ischémiques parce que les enfants maltraités que moi j'ai vus, souvent, ils viennent dans un tableau de coma. Et quand vous faites l'IRM, vous avez l'hématome suddural qui est là. Et puis vous avez une image de diffusion qui prend tout l'hémisphère. Ça, une histoire claire d'asphyxie. Et si c'est un parent qui a été à l'école, peut vous dire que non, parce comme ils viennent en coma ou bien avec l'histoire d'arrêt cardiaque, ils vont vous faire croire qu'il y avait un arrêt cardiaque. Et ils ont essayé de réanimer. C'est comme ça qu'il y a eu des fractures de côte et que la lésion que vous voyez à la tête, c'est au fait secondaire à cet arrêt. Mais comme vous savez, quand vous avez l'arc qui est comme ça, hein, quand vous appuyez ici, la fracture doit se faire de côté. Jamais en bas, parce que pour faire une bonne réanimation, on met le patient sur une surface dure. Donc, en aucun cas, en appuyant ici, vous allez rupturer le côte qui est bien reposant. Ça doit se retirer des côtés ou bien à l'intérieur. Donc, ça sera un enfant. Et souvent, non seulement ils vont piétiner l'enfant, mais ils auront tendance à plier l'enfant. Voilà pourquoi quand vous avez des fractures de l'arc postérieur de côte, des apophyses épineuses, des l'omoplate, des sternums, les fractures qu'on trouve rarement, même après les accidents très violents, pensez à une maltraitance. Et pour les cerveaux, c'est un tableau clair.
Peut-être vers la fin, je vais montrer l'imagerie avec les stades d'IRX. Donc, généralement, c'est l'IRM plus dans les détails quand vous avez des lésions axionnales diffuses. Mais si vous n'avez pas l'IRM et qu'il y a le scanner, par rapport à l'échographie transfrontalière, faites le scanner. Parce que ça vous donne les grands tableaux, ça peut vous donner des lésions, l'hémorragie et les restes, et c'est moins opérateur dépendant. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si jamais le cas allait au tribunal et que l'autre cas, ils ont un bon radiologue comme conseil, ils vont se dire, OK, non, on n'est pas, les échographies, l'échographie que tu as faite là, les hyper-échogénicités que je vois, peut-être que votre réglage n'était pas bon. C'est un Exact. débat. Parce que quand le réglage n'est pas bon, on peut faire que la tête paraît beaucoup plus échogène ou moins échogène. Et c'est difficile de dire qu'ici, il y avait une lésion ischémique ou pas. Donc, il faut faire un test qui peut être revu par une autre personne et que les comptes rendus a la même valeur. Donc, ça, il faut être prudent. Merci. Alors, deux questions encore. Comment faire comment faire pour bien reconnaître une thrombose veineuse cérébrale chez le nourrisson et quelles ont été les causes de thrombose veineuse cérébrale dans votre exercice? C'est de la part du docteur Mika de Lubumbashi. Professeur Mata. Oui, peut-être que je vais partager, je n'ai pas besoin de partager la forme. Euh, donc, ici, là, Oui, tu en as parlé, oui. oui, oui, je peux prendre Mm. l'autre présentation de radiographes. Attendez, je vais stop partager. Et je veux partager maintenant. Ça, c'est l'article que je voulais partager avec vous, là où j'ai tiré la plupart des photos. Donc, si je peux aller dans les thromboses, il y a un bel article là, un bon exemple, je peux sauter. Ce sont les malformations. Ici, pathologie vasculaire, thrombose, regardez. Ça, c'est l'examen. Normalement, au Doppler, la veine sagittale supérieure doit, doit être Le animée. sinus, Le le sinus sinus, plutôt, doit le être animé. sinus. Mm, Quand vous, comme ici, là, avec les Dopplers, on voit le vaisseau ailleurs, mais rien n'est mm, visualisé. Quand vous voyez ça, vous avez une thrombose veineuse. C'est pourquoi j'ai dit mm, que vous n'avez pas fini votre examen si vous n'avez mm, pas le Doppler là et prouvé mm, qu'il y avait mm, une perfusion. Ouais. mm. Une autre question? Elle Ça, demande quelles sont les pathologies qui peuvent être à la base. C'est la deuxième partie de sa question. oh, toutes les causes. Ça peut commencer par le traumatisme, une naissance très traumatique, ça peut créer ça. Oui. Des troubles de Mhm. la dyscrasie sanguine, toutes les autres causes de Très thrombose que bien. nous connaissons. Ouais. Oui. Donc, je vais insister aussi, moi, comme le prof l'a dit, l'échographie transfontanellaire, il faut qu'elle soit terminée par la sonde. On utilise la sonde linéaire pour voir ce sinus longitudinal supérieur, voir la vascularisation et aussi compléter par la vascularisation de l'artère péricaleuse. Il faut toujours voir la vascularisation intracérébrale. Donc, il y a nécessité d'avoir un bon appareil, d'avoir de bonnes sondes pour bien faire cet examen qui va rapprocher vraiment de l'IRM. Sinon, ça sera des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on s'imagine, comme le prof vient de le dire. On va s'imaginer des hyperdensités parce que le réglage de l'appareil n'a pas été bon et parler des hémorragies intracérébrales à tort. Donc, c'est ce que je pouvais aussi ajouter dessus. L'importance d'utiliser un appareil avec Doppler. Et Alors, ici, pendant que professeur j'y ai, Mata, il y a une question à la fin encore. pendant que j'y ai, je vais montrer quelque chose. Ça, c'est Oui. l'échographie. Regardez, c'est sur le même patient. Ici, à Mhm, l'IRM, ça, c'est le scanner. On voit qu'il y a l'hématome sous-dural, peut-être chronique. oui. Et ici, on peut voir, il y a comme une membrane qui sépare l'espace sous-arachnoïdien normal. Et ce qu'on voit ici, ça, c'est l'hématome sous-dural. Mais regardez ici, c'est comme un espace élargi. On ne sait pas le dire.
Est-ce que c'est un élargissement bénin, comme on le voit? Ça, c'est trop prominent. On peut dire que c'est anormal. Mais dans les formes fustres comme ici, ça peut passer pour quelque chose de normal. Alors qu'à l'IRM, non seulement on le voit, mais souvent on voit des veines thrombosées ici. Thrombose venous sign, c'est nouvellement publié, qui sont des signes presque sûrs d'un shaken baby syndrome, d'une maltraitance. D'accord. Ouais. L'autre question, c'était, Il demande les coupes de référence ou le nombre de clichés, je ne sais pas, à prendre au cours d'une ETF. oui, moi je pense qu'on peut prendre des vidéos. Vous prenez une Oui. vidéo, quand vous êtes en coronal, vous balayez toute la tête de vide jusqu'à postérieur. Et quand vous êtes en sagittal, de droite, de gauche à droite. Et vous allez au niveau de mastoïde, vous faites la même chose. Chez nous ici, c'est comme ce sont les techniciens qui nous font ça, on leur demande de plus de vidéos possibles. Parce que pour différencier un plexus choroïde proéminent par rapport à l'hémorragie de la matrice germinale, par moment, il faut vraiment voir l'image en forme de vidéo au lieu des images statiques. Mais Euh, ouais, ah, oui, excusez-moi, en modératrice, je voulais donner un exemple de mon expérience. J'ai appris à faire ça à la KUL. Et là, l'équipe de radio montait en néonat avec l'appareil dédié. Et là, on nous disait que l'appareil d'écho n'éclate jamais. Et pour un enfant, on pouvait aller jusqu'à 72 coupes, hein, 75 coupes. Donc, on prenait en sagittal et en coronal. On prenait vraiment toutes les images possibles et après, on redescendait, on ouvrait chaque dossier de patient pour bien analyser les images, pour ne pas passer à côté de petites choses. Parce qu'en sagittal, il faut vraiment aller, autant que vous faites la vidéo, autant que vous pouvez aussi faire des coupes, hein, multiples coupes, millimètre, millimètre, inframillimétriques, quoi, beaucoup de coupes et puis après, vous analysez pour ne pas passer à côté des petites choses. Et après, vous pouvez supprimer les autres images, hein, ça se fait aussi. Il n'y a pas ouais, un nombre de coupes de clichés à prendre. Pour les clichés ouais, montrés aux cliniciens, on prend les images phares, quoi. En ouais. fait, c'est ce qu'on faisait à la KUL et que je Est-ce fais qu'on aussi voit, ici. Oui, que je fais aussi. Oui, est-ce qu'on voit l'image que j'ai partagée? oui, professeur, Ça, on c'est un voit. cas de child abuse. Regardez le scanner. L'avantage qu'avec les 3D, vous voyez toutes les fractures. C'est vraiment comme si vous cherchiez les pouces sur la tête d'une personne qui est chauve. Et au scanner, regardez, il y a cette différenciation. Non seulement vous voyez l'hématome, de cette petite quantité comme ça à l'échographie, vous allez rater ça. Non seulement vous voyez l'hématome, mais vous voyez cette lésion ischémique parce qu'il y a comme une différenciation cortico-sous-corticale ici. Et quand vous continuez, c'est la même chose. Pour un non entraîné, il pense que c'est normal, mais quand vous regardez bien, vous ne voyez pas c'est où la substance grise, c'est où la substance blanche. Ça, vous Mhm. risquez de rater ça à l'écho. Et aussi, à l'IRM, maintenant, c'est clair. Super scan. Tout est en hypersignal. Ça, c'est un enfant qui est en train de mourir presque. Et c'est ça, ce sont les thromboses veineuses dont je parlais. Où vous voyez des veines émissaires, des veines émissaires, si on peut voir, aux veines corticales, on le voit, Oui. c'est en hypersignal. Quand vous voyez ça, c'est un child abuse, jusqu'à la fin, à la preuve du contraire. Et c'est souvent, c'est une question d'examen. Parce que si vous ratez ça, l'enfant va Mhm. rentrer et en Occident, souvent, c'est une mère divorcée et c'est un nouveau papa qui est venu avec un enfant de moins de 2 ans qui a un retard de développement mental qui l'embête tellement, comme ce n'est pas son sang, à Bambien Namur. Donc souvent, si vous ne Mhm. traitez pas tôt, c'est l'autre enfant qui Mhm. est resté qui aura la même sanction. Donc il faut trouver ces choses-là au plus tôt que possible. Et ça, c'est l'avenir. Ces glioses qu'on voit ici, c'est le next step. C'est pourquoi c'est sévèrement puni par la loi. Et par moment, à Mhm. l'IRM, on peut même voir les hémorragies au niveau des rétines, ce qui est décrit dans Aïe, la aïe. maltraitance. Oui. Ok. Ah, merci, professeur. Il y a une autre question. Je Ouais, crois que vous l'avez dit, vous allez faire une redite. ouais. Quels critères cliniques ou techniques guident le choix entre la sonde basse fréquence et la sonde haute fréquence lors de la réalisation d'une ETF? On fait les deux, absolument les deux. Haute Ok. fréquence, c'est peu de pénétration, beaucoup plus de détails. Quand vous voulez examiner, par exemple, une vasculopathie minéralisante au niveau des noyaux de glis centraux,
c'est la sonde à haute fréquence. Beaucoup de détails. Si c'est un enfant qui vient avec un tableau d'épilepsie, vous voulez voir une malformation corticale, c'est la haute fréquence. Ça vous donne des détails. La basse fréquence, ça va pénétrer juste au niveau de la fosse postérieure. Donc, il faut avoir les images, les deux. Je ne sais pas si je peux trouver ça ici. Il faut avoir les deux images. Et avec la sonde de haute fréquence et la sonde de basse fréquence. Est-ce que le Haïti peut arrêter d'enregistrer? Comme ça, je vais présenter un examen. Non, je ne sais pas.